Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Dans cet épisode, je rencontre Miloud Benahouda. Ses parents étaient illettrés et il a grandi dans une cité ouvrière d'Alsace. Aujourd'hui, il est le patron pour toute l'Europe de l'Ouest de Barilla, la célèbre marque de pâtes. Bonjour Miloud Benahouda, merci de nous recevoir au siège de Barilla. Bonjour Anne-Cécile. Alors on précise quand même avant de commencer que nous sommes dans une salle de réunion, car vous n'avez pas de bureau de PDG. Vous partagez l'open space avec vos équipes, vous allez nous raconter. Alors je souhaiterais qu'on entre ensemble dans votre ascenseur social, Miloud. Quand vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui, qui voyez-vous ? Je vois Miloud Benahouda, il a 51 ans, et je vois quelqu'un qui, il a une histoire de vie, et plutôt fier de son histoire et de son parcours. Quand vous entrez dans l'ascenseur, c'est quoi votre rez-de-chaussée, Miloud ? Vous partez d'où ? Alors, je suis né en Alsace, à Haguenau, c'est dans le Bas-Rhin. Je suis le 5e enfant d'une grande famille de 8 enfants. C'est l'histoire de l'immigration un peu classique des années 60. Mon père, qui vivait dans un milieu très rural en Algérie, a été cherché par un grand groupe industriel français à l'époque qui avait besoin de main-d'œuvre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est arrivé seul. Il a vécu dans ce qu'on appelait à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, c'était les fameux foyers Sonacotra. Il y vivait seul, isolé, au milieu d'autres collègues immigrés aussi. Et puis ensuite, il a fait venir ma mère 7 à 8 ans plus tard. Le début de l'histoire, c'est celle-là. Et du foyer Sonacotra, ça a été la cité HLM, donc qui était déjà une forme d'ascension sociale pour eux. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est né l'histoire. Moi, je suis né en 1972. On vivait dans cette cité HLM, donc un appartement d'un peu plus de 50 mètres carrés, où on était 10. Et voilà, une enfance, j'ai envie de dire malgré tout heureuse, dans un cadre effectivement un petit peu particulier, mais une enfance heureuse. C'était un quartier où il y avait il avait le côté magique de toutes ces nationalités qui vivaient là, et donc ça vivait, il y avait plein de vie, et puis il y avait bien sûr aussi toutes ces tensions, des tensions dont on parle encore aujourd'hui, qui existaient déjà à l'époque, donc oui, avec les bagarres, la police, toutes ces choses-là qui sont sous vos yeux, et d'ailleurs, moi j'avais un père qui à l'époque était je pense très dur en la matière, donc nous surveillait tout particulièrement dans ce contexte-là, parce que il était assez lucide sur ce qui se passait autour de lui, et il avait conscience qu'on pouvait potentiellement, nous, ses enfants, à un moment ou à un autre, déraper. Ça n'a pas été le cas, parce que je crois que, il était très dur de ce point de vue-là, et très strict, donc les règles, les horaires, les devoirs... quand on sortait, je me rappelle quand on sortait pour jouer dehors, il était au balcon et on devait rester dans son champ de vision. Et si on sortait de ce champ de vision-là, il sortait et venait nous chercher. Le niveau de j'ai envie de dire de sécurité qu'il s'imposait. Et puis après, il a compris assez vite que l'environnement pouvait nous être néfaste, et c'est là où il a pris la décision à un moment avec mon frère aîné de se dire que il fallait sortir du quartier. Et donc ça c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que il a pris la décision d'aller construire un pavillon, donc qui était
dans la même ville, mais on va dire dans une zone un petit peu différente. Maison qu'on a construit quasiment de nos mains pendant 2 ans, puisque voilà, c'était petits moyens. Donc moi je me vois passer tous mes mercredis et tous mes week-ends dans cette maison que mon père a souhaité construire pour ses enfants, pour voilà, un peu les éloigner d'un truc qu'il voyait potentiellement dangereux. Ouais. Et alors l'école, comment ça se passe? L'école, le collège, le lycée? Ça se passe alors ça se passe bien pour ce qui me concerne, particulier aussi. J'ai envie de dire que c'était quand même aussi des époques où malheureusement on regroupait par classe, par origine. Donc moi finalement c'était assez drôle parce que j'avais tous mes copains de quartier, on était dans les mêmes classes. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de mixité ou de diversité dans ces classes-là. Moi, là, pareil, mon père potentiellement jouait un rôle déterminant parce que après mon père, l'autre forme d'autorité chez nous, c'était le prof. Et il s'avère que mon père avait été assez malin pour être à peu près pote avec tous les profs pour savoir ce qui se passait, ce qu'on faisait à l'école. Et donc il avait des comptes rendus assez réguliers de ce qu'on faisait ou de ce qu'on n'y faisait pas. Donc ça nous imposait une certaine discipline à l'école et on savait qu'on pouvait pas faire n'importe quoi parce que de toute façon il allait le savoir. Et il donnait à cette voix-là et à cette autorité-là une place extrêmement importante. C'est-à-dire que si un prof lui racontait quelque chose, il n'y avait pas débat de savoir si c'était vrai ou pas vrai. Le prof a dit et fallait potentiellement en assumer les conséquences et les conséquences pouvaient être dures. Ouais. Le prof avait raison. Le prof avait raison, quoi qu'il en soit, c'était la parole qui se contestait pas, contrairement à ce qu'on peut peut-être avoir encore aujourd'hui. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors justement, quand est-ce que vous accédez au premier étage? Alors le premier, pour moi, il est, comment dirais-je, il est finalement assez bas puisque le premier, c'est que sorti de collège, on m'incite très fortement à une orientation vers, j'ai envie de dire, une formation ou un métier court, c'est-à-dire que voilà, on m'a recommandé qu'il fallait que je fasse un CAP ou un BEP. Alors que vous étiez très bon élève? J'étais le premier de ma classe à cette époque-là. Et papa d'ailleurs a dû défendre le fait que il considérait que j'avais le droit de faire une seconde. Donc j'ai envie de dire le premier ascenseur c'est celui-là, d'avoir le droit d'avoir fait dans une seconde. Mais j'ai pas eu droit une fois plus à la seconde classique. On m'a envoyé en seconde à l'époque, c'était les secondes G. C'est le premier ascenseur presque qui est de se dire bah ouais tiens finalement j'ai le droit de faire une seconde et d'aller au lycée. Donc vous retrouvez dans un lycée technologique? Ouais, c'était un lycée technologique et donc qui débouche sur un bac G, voilà que j'ai eu. Alors là, pareil, j'étais plus le premier de ma classe durant ces 3 années, de la seconde, la première et la terminale. Je décroche mon bac avec mention et là j'ai le même souci. C'est-à-dire que là, de la même manière, on a plutôt tendance à m'orienter vers une formation courte, BTS, DUT. Mais au coin de ma tête, je savais que j'avais la possibilité d'aller faire une prépa. Mais comment vous le saviez, Miloud? Je me suis renseigné, parce que d'ailleurs, en fait, ma prépa était particulière, puisqu'en plus, comme on m'avait emmené sur un bac G, j'avais pas droit aux prépas classiques. Et en fait, il y avait très peu de prépas en France qui acceptaient les bacs technologiques. Et en fait, le principe, c'était que la prépa, elle était en 2 ans. Pour les bacs technologiques, quand elle était pour un bac classique, elle était en 1 an. C'est-à-dire globalement, on considérait que la première année, on vous remet à niveau, et la deuxième année, vous avez accès au même, on va dire, concours et parcours qu'une prépa classique. Mais je savais aussi que ça allait déboucher sur une école de commerce et que derrière, fallait payer. Donc ça m'avait toujours gêné, et donc je savais pas. Et au final, donc j'envoie mes dossiers, je suis pris sur les BTS, les DUT, la prépa, et j'étais parti dans un premier sentiment de me dire je fais un BTS. Malgré le fait que j'étais accepté en prépa, parce que payer une école de commerce c'était juste pas envisageable. Et là c'est mon frère aîné qui un jour apprend que j'avais été accepté en prépa mais que je n'y allais pas, qui m'a globalement plutôt secoué en me disant que si j'étais pris dans une prépa, fallait que je fasse la prépa et que l'argent ce ne devait pas être mon problème mais que ça sera le sien. Et donc je vais en prépa.
donc à Strasbourg. Donc c'était une prépa technologique qui se faisait en 2 ans, contrairement aux autres parcours qui se faisaient en 1 an. Ça, c'est c'est le deuxième étage. Ouais, absolument. Ouais, ça l'est parce que là, pour le coup, je me retrouve dans un contexte où la classe, elle me ressemble pas. Et c'était moi la diversité, c'est moi qui avais un parcours un petit peu différent, qui avait un background différent, des origines différentes. Voilà, à titre d'exemple, j'étais le seul de ma prépa qui vivait en CTU. Donc j'étais en cité universitaire. Donc oui, on voit bien là que c'était un autre contexte et social et culturel. Mais ouais, c'était différent. Ouais. Est-ce que vous avez eu un choc? Je crois pas un choc parce que j'étais assez lucide après ce que j'avais vécu auparavant, de ce qui m'attendait, et que voilà, je serai celui qui sera différent. Comment vous avez financé vos études? Alors, quand j'étais en prépa, j'étais boursier. Donc j'ai vécu chichement, une fois plus avec un loyer de cité universitaire. En fait, je savais que de toutes les manières, je pouvais rien demander à mes parents. Ils en avaient absolument pas les moyens. Voilà, papa était ouvrier, maman ne travaillait pas, et puis il y avait 8 enfants dont il fallait assumer la charge. Donc je savais aussi qu'il fallait que je me prenne en charge. Donc boursier, et 2, tous mes étés, 8 semaines, je travaillais pour avoir un certain budget qui me permettait de financer le reste de l'année. Et je travaillais vraiment avec un objectif de gagner le maximum d'argent durant cette période. Et donc j'ai pas de vacances. Je travaille. D'ailleurs, je me rappelle, je travaillais les week-ends, je travaillais la nuit parce que c'était effectivement des horaires qui étaient mieux payés. Donc voilà, c'est à la fois dès que j'avais des congés, je travaillais. Je constituais une dot qui me permettait de tenir le long de l'année. Et puis après, voilà, j'étais étudiant boursier. Ouais. Comment vous avez vécu donc ce rythme intensif à la fois de travail et de la prépa? Alors j'ai aimé. Et pareil, je sais pas pourquoi, mais voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de l'exigence qui me plaisait bien dans la prépa. Et après, moi, je l'ai tenu personnellement parce que j'équilibrais avec le sport. Je faisais beaucoup de sport à l'époque. Et donc voilà, je surinvestissais sur la partie scolaire et la prépa, qui était effectivement très exigeante. Et j'avais mes espaces de déconnexion qui ont été le sport. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors au bout de 2 ans, vous réussissez le concours d'entrée de l'école supérieure de commerce de La Rochelle, Subdeco La Rochelle. Est-ce que ça revient pour vous à gravir plusieurs étages d'un coup? Alors, je dirais pas plusieurs, parce qu'une fois plus, on va rester raisonnable. C'est Subdeco La Rochelle, c'était pas non plus HEC, l'ESSEC ou le SCP, donc on va rester un peu humble en la matière. Mais oui, c'en était une. Et là, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est que je traverse la France et pour le coup, là, je m'éloigne. Je vais à La Rochelle, à 1000 bornes du foyer et de maman et de papa. Et puis là, pareil. Alors, il y a à la fois une forme de développement en tant qu'adulte, parce que voilà, il va falloir apprendre à vivre tout seul, faire la cuisine et se prendre en charge. Et là encore, voilà, une différence qui est là et qui est marquée. Pour donner sur une promotion de 130 élèves, on est 2 avec des origines différentes du reste, quoi. Comment se passe l'entrée dans la vie active? Est-ce que vous prenez le bon ascenseur tout de suite? J'avais une obligation qui était de se dire il fallait que je trouve un travail, et je travaille tout de suite à la sortie de l'école. Parce qu'à mon époque, c'était un peu crise, donc il n'était pas gagné de sortir d'école et d'avoir un job. Donc ça, c'était ma première obligation. Donc pour ce faire, j'ai identifié quel serait le secteur d'activité qui potentiellement pourrait me donner un travail dès la sortie de l'école. Donc j'avais ciblé assez rapidement l'agroalimentaire. Le deuxième truc que j'avais identifié, c'était l'entreprise. Donc et dans l'entreprise, j'avais identifié deux machins qui étaient de se dire j'aimerais que ce soit des belles marques, des beaux produits que je sois fier de porter, un peu international, française mais internationale.
Et je m'étais dit quand même là, potentiellement, si ma différence peut être une opportunité, faut que j'essaie de la trouver, cette entreprise-là. Donc ma différence qui était de dire, oui, d'origine maghrébine, parlant un peu l'arabe et connaissant la culture arabe, peut-être que ça peut aussi intéresser certaines entreprises. Et j'identifie Danone assez vite. Et pour identifier Danone assez vite, après, j'ai fait tous mes stages étudiants. Et d'ailleurs, parce que ce qui était aussi marrant chez Danone à l'époque, quand vous étiez stagiaire, quand vous finissiez un stage, vous aviez une note sur 20. Et donc moi, j'étais stagiaire commercial. Donc le premier stage, je me rappelle, j'avais eu 12 sur 20. Donc je m'étais dit, merde, ça sera pas suffisant pour avoir un job. Donc je suis retourné la deuxième année. Donc j'ai eu 14 sur 20. Et là, je me suis dit aussi, ce sera peut-être pas suffisant pour être certain d'avoir un job à la sortie. Et donc le troisième stage, j'ai 16 sur 20. Donc ma troisième année d'école, je fais mon stage voilà, chez Danone. Donc j'avais identifié ça. Et effectivement, c'est ce qui se passe, puisque quand je termine ma scolarité un vendredi, le lundi matin, je démarrais chez Danone. J'avais pris le parti de se dire qu'il fallait que de toute façon que je commence commercial et qu'il fallait que j'aille par étapes. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé chef de secteur dans une Clio dans l'est de la France où je faisais la promotion. À l'époque c'était les marques de Danone Eau. Donc je vendais Evian, Badois, Volvic dans cette région-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi un truc qui est intéressant durant ma scolarité à l'école et qui a sûrement forgé et qui a sûrement été une autre forme d'ascenseur pour moi, c'est que je suis parti en programme d'échange aux États-Unis. Comment vous avez financé ça, du coup? Je suis allé voir mon banquier. C'est rigolo. Alors, mon banquier de mon petit village, et donc j'avais pas de sous. Et mon banquier m'a dit, je te prête 10 000 francs et tu commenceras à me les rembourser quand tu auras un travail. J'ai envie de dire, c'est là-bas où mes différences, tout le monde s'en foutait. Où j'ai pas eu à expliquer mes origines. Voilà, j'étais le Français qui venait étudier aux États-Unis. Et ouais, je pense que ça a été aussi quelque chose ça a été un tournant dans le développement personnel. Donc invitation pour nos jeunes gens, oui, partir à l'étranger, une longue période, aller en immersion complète. Ouais, je trouve que ça forme. Alors justement, bonne transition, commence pour vous chez Danone assez rapidement, après la Clio dans le secteur est de la France, un parcours d'expatriation. Absolument. Et donc là, je coche la fameuse deuxième case qui est de se dire, tiens, et si mes différences pouvaient être une opportunité? Et il s'avère qu'à ce moment-là, voilà, Danone souhaite ouvrir un bureau en Arabie Saoudite et on vient me voir. Pour me demander si effectivement ça pouvait m'intéresser. Ça vous angoisse pas, l'Arabie Saoudite? Non, à ce moment-là, je sais pas, il y a un côté, comment dirais-je, naïf. Je connaissais rien de ce pays. Alors moi, en plus, je parle arabe, mais c'est un arabe dialectal, donc c'est pas l'arabe local. Et je devais globalement ouvrir un bureau dans ma deuxième chambre à coucher. Je vais vous dire, l'image que j'ai toujours à l'esprit, c'est la première fois où je descends de l'avion, où je prends le coup de chaleur, et là je me dis, mais où je suis, et qu'est-ce que je viens faire là? Mais voilà, j'ai ce souvenir d'un moment où je suis perdu. Je me dis, qu'est-ce que je viens de faire là, dans ce pays? Et à l'époque, une fois de plus, ce pays-là, c'était pas encore ce qu'on connaissait aujourd'hui, donc avec un certain nombre de restrictions et de trucs un peu durs quand vous avez 24-25 ans, hein. Vous n'avez pas de cinéma, vous n'avez pas de bar. Quand vous êtes seul, vous allez au restaurant, il y a une entrée qui s'appelle famille, il y a une entrée qui s'appelle célibataire. Donc voilà, globalement, vous savez que c'est certainement pas pour le divertissement. Et ouais, ça me forge sûrement. Et c'était quand même une épreuve de solitude. Ouais. Ouais, ça j'en ai souffert. Mais après, voilà, je pense que c'est le parti pris dans une expérience internationale et j'ai toujours vécu ça. Je pense que globalement, il faut la situer. C'est entre 3 et 6 mois où globalement, de toute façon, ça bouscule et c'est dur. Et peut-être que là aussi, de manière très favorable, comme peu d'espace pour le divertissement ou autre, ben, vous travaillez beaucoup. Bienvenue
l'ascenseur. Alors ensuite, c'est Beyrouth pour Barilla. Mais entre-temps, vous avez quitté Danone. Comment vous arrivez chez Barilla ? Un jour, je reçois sur mon répondeur, et à l'époque on avait des répondeurs, un message qui me dit, j'étais en Arabie, je suis Monsieur Bolognese, je travaille pour Barilla et j'aimerais Bolognese. vous parler. Et moi, j'écoute ce message-là et je suis assez convaincu que c'est un pote à moi qui me fait une vanne. Ah oui, qui vous fait une blague. Qui me fait une blague. Monsieur Bolognese, Barilla, et voilà. Et avec l'accent italien. Avec l'accent italien. Très fort accent italien. J'ai vraiment cru que c'était une vanne. Mais bon, après, je me dis, j'appelle quand même. J'appelle et effectivement, donc c'est cette personne-là. Et alors moi, là, à ce moment-là, je pense qu'il y a une autre case qui coche. Donc là, pour le coup, c'est Barilla qui cherche à ouvrir son premier bureau au Moyen-Orient. Donc 3-4 ans après Danone. Donc même idée. Je pense qu'eux aussi, à ce moment-là, ils se disent, tiens, on va trouver quelqu'un qui connaît la culture et qui a potentiellement des origines. Et moi, j'ai un problème à ce moment-là, c'est que je suis dans la boîte de mes rêves qui était Danone. Barilla, il y a 30 ans, ça ressemblait pas à grand-chose. Donc j'ai un premier entretien téléphonique, mais voilà, je sens sans grande conviction. Puis j'en ai un deuxième et je peux le dire, j'avoue, je crois que je l'ai raconté de toute façon. Et là, les gens de Barilla, ils me disent, on aimerait bien vous rencontrer, on vous prend un billet d'avion pour venir nous voir à Parme pour passer les entretiens. Et je me dis tout simplement que ces gens me paient un billet d'avion gratos. Et je m'étais dit, je fais le vol via Paris, j'irai voir les potes ou la famille, et puis je ferai l'aller-retour à Parme dans la journée. Donc j'y vais vraiment que pour ça. Et en fait, voilà, j'y vais sans préparation aucune, mais il se passe un truc là-bas, et je rentre de ce voyage-là, je rentre en Arabie, et un peu dérangé. Et je me dis, en rentrant en Arabie à ce moment-là, j'espère que j'ai pas été bon et que ces gens, je les intéresse pas. Et manque de peau, je sais pas, une semaine après, je reçois par fax une première proposition. Et globalement, j'avais dit à Danone que je restais et à Barilla que j'arrivais. Et pendant un mois, j'ai menti aux deux. Et ce mois, en fait, c'est le moment où la personne chez Barilla, assez intelligente, m'a demandé de lui envoyer ma lettre de démission de chez Danone. Et moi, je sais pas pourquoi. 18h, je fais ma lettre de démission de chez Danone et j'envoie le fax chez Barilla. Et donc voilà, j'avais pris ma décision à ce moment-là. Alors Barilla me donne un autre truc aussi qui était assez agréable parce qu'ils savaient pas très bien où mettre le bureau au Moyen-Orient. Donc au final, on m'a laissé le choix entre Dubaï et Beyrouth. Et j'ai choisi Beyrouth. J'avais envie de vivre aussi un truc un peu culturel. Et voilà, je trouvais que Beyrouth, c'était sûrement plus riche de ce point de vue-là en termes d'histoire. Est-ce que vous accédez là, enfin, à un peu de repos, à un peu de plaisir, à un peu de vie autre que professionnelle ? Un peu plus, mais j'ai toujours beaucoup de place pour le pro. Et c'est encore lui qui décide de tout à ce moment-là. Miloud Benahouda, qui vous a aidé à monter dans l'ascenseur ? Parce qu'on y arrive rarement seul quand même. Absolument. Alors dans mon parcours, il y en a plusieurs. Alors bien sûr, j'ai envie de vous dire déjà papa. C'est le premier. C'est le premier qui aura compris la valeur du travail, la valeur de l'école. Je pense aussi les difficultés de la société et comment faire en sorte que voilà on essaye d'aller du bon côté parce qu'il était assez lucide sur les possibilités de déraper ou tout ce qui était pas bon. Ensuite, j'ai eu mon frère aîné qui a été bien sûr d'inspiration parce que voilà, il a aussi fait, comme vous le dites, j'ai envie de dire, un parcours assez tout à fait honorable à l'époque. Et puis après, dans ma carrière, tout de suite, quand j'ai fait des stages chez Evian, le directeur commercial de l'époque, je sais pas pourquoi, il a tiqué sur moi. Et en fait, un jour, il demande à faire une tournée terrain avec moi. Donc passer une journée entière avec moi sur le terrain. De vous à moi, quand vous êtes le directeur commercial, normalement, aller faire une tournée terrain, c'est pas avec le stagiaire, parce que j'étais stagiaire. Donc voilà, il se passe une journée un peu incroyable avec ce monsieur, qui me prend un peu sous son aile. C'est un premier mentor. Dur, pareil. Mais plus, c'est pas potentiellement quelqu'un qui a identifié quelque chose chez moi d'un peu différent, peut-être.
et il a voulu faire partie un bout de l'histoire. Enfin voilà, c'est une succession de rencontres, bien sûr pro, c'est soit certains de mes patrons, soit certains de mes clients. Je pense à plein de gens en même temps. Oui, qui ont été inspiration, qui ont été protection, qui ont été révélateurs. Voilà, moi je me rappelle chez Barilla, un de mes chefs avec qui est sûrement un de mes virages d'ailleurs, avec qui je fais mon évaluation de fin d'année. Donc il me dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis à un moment, globalement, il pète un plomb et il m'entre dedans en me disant maintenant, il y en a ras le bol, tu vas arrêter d'avoir à te justifier et de vouloir en faire plus que les autres. Mais est-ce que, Miloud Benahouda, vous avez ressenti du racisme dans votre ascenseur social ? Ma différence, ouais, je l'ai vue. Ou en tout cas, on me l'a signifié, ou je l'ai lu dans le regard des autres. Donc vraiment, je scinderais en deux une première partie de ma vie, globalement jusqu'à l'adolescence. Allez, je veux dire jusqu'à la fin de ma prépa. Où oui, je vis avec le racisme et ça fait partie du quotidien, presque on en rit. Moi, je me souviens de jeunes, nos sorties du samedi soir pour aller dans les fêtes, bals, boîtes de nuit à l'époque. Finalement, c'était un jeu de se dire on allait aux endroits, mais on savait qu'on rentrerait pas et qu'on nous dirait que ce soir, ce ne sera pas possible. Et le jeu, c'était combien on était capable d'en faire dans la soirée. Et puis on rentrait à la maison et on n'était pas sorti. Et après, je fais une bascule globalement depuis l'école de commerce. Ensuite, ça a plutôt été le marqueur sur mes différences. Donc vous voulez dire que vous en avez fait un atout ? Ouais, et c'est que, alors voilà, moi ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que ma différence, ça sera une force. Et j'avais deux choix après, et c'est le choix que j'ai envie de dire tout le monde a, c'est à un moment soit on s'en plaint et on le considère comme étant un frein à un développement ou à une vie au quotidien, moi j'avais décidé que j'en ferais une force et je laisserais pas ces gens penser que, et que je leur ferai la démonstration que ouais, c'est possible. Donc je l'ai fait à titre, on va dire, très personnel pour moi au début, une espèce de rage intérieure. Et puis après, pareil, à un certain stade, vous le faites aussi pour les autres. Moi, voilà, après très rapidement aussi, j'ai 10 neveux et nièces. C'est aussi de dire à mes neveux et nièces si c'est possible, quoi. Et des discriminations que vous continuez à vivre malgré le fait que vous avez ce parcours-là. Oui, je continue à vivre. Je ne sais pas si je les appellerais discrimination maintenant, mais une fois de plus, une lecture d'un animal un petit peu différent, qui est sujet à fantasme. Voilà, moi, dans certains cercles, on me dit, j'ai entendu dire que voilà, quand on cherche à comprendre d'où je viens, j'ai entendu dire que j'étais fils de diplomate. Oui, j'ai des situations où je me rappelle, voilà, on part en convention, on est, on est 150 sur un quai, prendre le train à la gare du Nord et la personne qu'on va contrôler, c'est moi. Oui, c'est encore le cas, mais voilà, je pense avoir mûri en la matière, donc je ne les prends plus comme étant quelque chose qui va développer une forme de violence ou de rage intérieure. Je l'avais plus jeune. Hein. J'ai la petite anecdote dont je me souviendrai toujours, c'est donc quand j'étais à Sub de Caux-La Rochelle, l'été, j'étais chez mes parents et il y avait un endroit sur la place du village près du cimetière où on se retrouvait avec les amis d'enfance. Et tard, donc 21h, 22h, il fait beau, voilà. Et un jour, donc il y a un contrôle de police de nouveau et donc ce contrôle de police nous demande des papiers et puis il y a un des policiers qui me regarde comme ça, il me dit mais toi je te connais, je t'ai pas vu depuis longtemps, où c'est que tu traînes en ce moment? Et donc, moi, je lui dis, écoutez, je suis étudiant à Sub de Caux-La Rochelle. Et le policier me répond, continue de te foutre de ma gueule et ça va mal se passer. Oui, ça fait mal. Ou on le prend une fois plus comme énergie et on se dit, on va démontrer à ces gens-là et à cette personne-là, c'est lui qui se trompe. Donc pendant toute votre ascension, qu'est-ce qui vous a drivé ? La sécurité, parce que donc moi j'ai perdu mon papa à l'âge de 18 ans. Et maman se retrouve seule avec 8 enfants. Et je sais déjà à ce moment-là qu'il va falloir que je sois là pour soutenir la famille et s'occuper d'un certain nombre de choses.
Donc une fois plus, d'où cette espèce de chose qui est voilà, sortie d'école, fallait que je trouve tout de suite un job. Donc pour venir pour assurer la sécurité des miens, qu'il ne manque rien. Donc ça c'est le premier drive. Le deuxième après c'est moi j'ai jamais été argent, jamais été carrière, jamais identifié un job. Par contre j'avais un truc qui était la liberté. Le job ou la carrière me donnera les conditions économiques de pouvoir faire les choix et faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie, puisque j'ai connu les éléments très contraints. Le frigo était pas plein, vous pouvez pas faire tous les loisirs que vous voulez, tous les étés faut travailler, vous pouvez pas partir en vacances, vous pouvez pas voyager. Donc ça c'était le deuxième élément. Moi aujourd'hui encore être capable de dire ce soir si je vais aller au resto, et quel que soit le resto, ça reste un achievement, parce que moi j'ai grandi où vous regardez le prix à l'entrée. Moi, encore aujourd'hui, je peux me permettre de faire effectivement certaines choses qui sont très agréables, mais à ce moment-là, quand je les vis, j'ai encore cette étincelle qui me dit waouh, enjoy. Je prends pas pour argent comptant, j'arrive encore à le valoriser. Mais du coup, c'est vrai qu'en changeant de milieu social, comme vous l'avez fait, Miloud Benahouda, vous avez dû ressentir de l'ascenseur émotionnel. Toujours. Alors moi j'ai vécu plusieurs et ça va mieux, mais moi chez Barilla donc ça fait 25 ans que je travaille chez Barilla, donc pareil j'ai commencé donc ce job-là au Moyen-Orient et j'ai fait 8 jobs pour être au job où je suis aujourd'hui, et à chaque fois ça a été des promotions. Je n'ai jamais demandé ces promotions. On est toujours venu me chercher. Et quand on me les a donnés, je l'ai toujours mal vécu. Alors, je me disais toujours pourquoi moi. J'en dormais pas la nuit. J'ai eu, pour l'anecdote, c'est pareil, mon mémoire de fin d'études. Le nombre de points maximum au mémoire à l'oral, c'était 25 points. Et donc, moi, je fais ma soutenance, le jury, je sors, le jury délibère, je reviens, grand silence, le jury, je dis écoutez, je pensais avoir tout raté. Le jury me dit non, on a juste un souci, c'est que vous pouvez avoir 25 points minimum. Nous on a décidé de vous donner 27 points sur 25. Et je me rappelle de cette soirée-là, parce que tous mes amis étaient là, allez, faut aller célébrer, ça. Et moi je suis incapable de célébrer ce soir-là, et je suis tout seul, et je passe une nuit blanche à l'appartement. Pas bien. Et ça, je l'ai vécu à peu près sur les, on va dire, 4-5 premiers jobs et premières promotions. Je l'ai vécu de la même manière. Comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et honnêtement, aussi parce que très souvent, j'ai toujours considéré qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus intelligents que moi et qui le méritaient peut-être plus. Donc j'ai vécu tout ça, Bienvenue dans l'ascenseur. Est-ce que dans votre ascension sociale, vous avez caché vos origines modestes ou vous les avez assumées, justement? Je pense pas les avoir cachées. Alors, j'en ai pas fait non plus la promotion. Et je pense que pendant très longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un fantasme. De savoir c'est quoi mes origines. C'est l'anecdote dont je vous parlais tout à l'heure. Il est fils de diplomate, ou alors il vient de je ne sais où. Donc non, j'ai pas... Parce que moi, j'ai jamais voulu, et c'est pour ça que j'avais hésité aussi avec cette interview, je veux d'abord être reconnu professionnellement et pour mes compétences avant d'être reconnu pour mes origines. Et chaque fois qu'on est venu me chercher sur le thème de mes origines, j'ai fui. Et pour moi, c'est faire offense à mon parcours, à mes parents, à leurs origines. Est-ce que vous avez eu des pannes d'ascenseur dans votre vie personnelle? Oui, parce que j'avais un parti pris, comme je vous le disais, très jeune, qui était ma carrière et le professionnel. La vie d'expat, par définition, moi j'en ai fait 3, c'est pas le truc le plus fluide pour une vie de couple, de s'assurer que vous soyez effectivement en parfait accord sur ces décisions-là.
Donc oui, j'aurais sûrement pu faire mieux de ce point de vue-là. La question, c'est de savoir si vous êtes heureux. Ah ouais, absolument. C'est la seule question, en fait. Ouais, hein. Absolument. Et non, alors parfois, alors vous auriez pu me poser la question comme ça. On me posait la question si je pouvais revenir en arrière, est-ce que j'aurais fait différent? Non, j'aurais fait la même chose. Alors, prendre l'ascenseur social, c'est souvent s'éloigner de sa famille d'origine. Est-ce que c'est votre cas? Absolument. Et d'ailleurs, je pense que ça a contribué potentiellement à qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 18 ans, je pars loin. Je pars à Strasbourg dans un premier temps, donc déjà, et après c'est à 20 ans, où je traverse la France, où là je rentre 2 fois par an. Et puis effectivement, bien sûr, j'étais très proche, notamment de ma maman, et je pense pour elle d'ailleurs, c'était beaucoup plus dur peut-être que pour moi. Et donc c'est. Mais en même temps, vous me disiez que vous aviez en charge toute votre famille, enfin. Ouais, alors la distance, elle était physique. Oui, j'ai toujours été très présent pour ma famille. Voilà, donc à la fois ce que je disais, à savoir quand je démarre ma vie professionnelle et avec mon indépendance économique, bien entendu, c'est devenir aussi en soutien de la famille sur tous les sujets. Globalement, c'est de régler les merdes, si je fais simple. C'est les problèmes des uns et des autres, et malheureusement, quand vous en avez 8, il y a toujours quelque chose à un moment ou à un autre. Donc ça, c'était bien sûr ça, bien sûr même pour maman, qu'elle ne manque de rien et elle vit bien. Et puis alors le truc drôle, c'est qu'à un moment vous dites ça y est, c'est bon, tout le monde a grandi, ils vont se débrouiller les uns les autres. Après viennent les neveux et les nièces. C'est la famille aussi, et on n'arrive pas à créer de distance ou à se dire attends, c'est pas les miens. Et moi en plus j'étais plutôt assez proche, et je suis toujours assez proche de mes neveux et nièces. Moi je me suis souvent mis dans le rôle d'assurer j'ai envie de dire la transmission de certaines choses que mon père nous a transmis pour que ça reste. Du coup, c'est une bonne transition vers ma prochaine question, qui est quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent prendre l'ascenseur aujourd'hui? Je leur dirais ce que j'ai dit à mes neveux et nièces. Il y a que la valeur travail. Il y a l'ambition. Enfin, en tout cas, si on a un petit peu d'ambition, on a un peu d'aspiration, il faut accepter de vouloir en faire plus que les autres. Et 3, par contre, je crois qu'il y a une vraie dimension qui me définit aussi dans mon parcours. Il y a une notion de comportement. J'ai toujours à un plus jeune, dès lors que tu délivres et que tu te comportes bien, normalement, ça devrait bien se passer pour toi. Et je pense que si on me pose la question, moi, si je devais regarder en arrière mon parcours, ça a été celui-là. Et alors, effectivement, bien sûr, on est dans un cadre professionnel, il faut délivrer, il faut de la performance, mais elle ne va pas sans le comportement. Et voilà, c'est les 2 conseils. Et une fois de plus, l'adversité, moi j'essaie toujours de la transformer en énergie positive, à savoir que c'est ce que je dis à mes neveux et nièces, tous ces gens qui pensent que vous ne pouvez pas ou que vous n'avez pas droit à, la meilleure manière de leur répondre, c'est de réussir. Donc j'ai une autre question qui est que faudrait-il changer pour améliorer l'ascenseur social en France? Non, alors je crois qu'il y a un gros truc qui se passe à l'école. Je pense que c'est la première partie où il faut remettre un peu d'attention. Je connais pas, ayant pas d'enfant, le milieu éducatif, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on rate et il y a quelque chose qui se passe pas correctement. Moi je revois une fois de plus l'école, le rôle qu'a joué l'école dans mon parcours ou dans mon éducation auprès notamment de mes parents. La parole du prof, elle est pas remise en cause. Le prof, il se sent investi, c'est-à-dire que le prof, il va au-delà de simplement donner un cours. Il sentait qu'il avait une obligation de faire réussir ses enfants, et il s'en donnait les moyens, je trouve. Est-ce que ça se perd? Peut-être. Le deuxième, faut arrêter ce que moi j'ai vécu ou d'autres vivent encore aujourd'hui. Ouvrons le champ des possibles et des perspectives pour les uns et les autres.
Donc c'est pas un quartier ou une origine qui détermine aujourd'hui votre orientation selon qu'elle soit courte, longue ou pas longue. Donc ce serait bien que ça s'arrête, ça. Et puis potentiellement, le troisième point, je crois maintenant, et je n'aime pas l'idée, je pense qu'on a besoin de rôle modèle dans la société. Il faut arrêter de faire croire aux gamins et de certains gamins que leur seule carrière possible, c'est d'être rappeur, footballeur professionnel ou gangster, d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a des gens comme moi, il y en a des millions. On les voit pas. C'est l'objet de ce podcast, et je pense que, les médias ont une responsabilité. 2, on a une responsabilité nous aussi, parce que moi, une fois de plus, vous êtes venu me chercher, mais c'est pas naturellement, je ne ferai pas cet exercice-là. Potentiellement, je vous le dis, vous serez venu me voir il y a 6 mois, je vous aurais dit non, ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, je le fais pour ça. Parce que ça a marché, je crois, dans ma famille avec mes neveux et nièces. Je me dis que ça peut aussi marcher pour d'autres gamins. Miloud Benahouda, je ne vous imagine pas vous arrêter là dans l'ascenseur. Est-ce que vous pensez déjà aux étages du dessus? Non, parce que comme je ne l'ai jamais fait dans ma vie, je ne me suis jamais fixé un objectif de job ou je n'ai jamais eu la prétention de dire je veux être demain. Non, moi je suis alors les trucs qui m'animent maintenant, je le dis, j'ai peur de m'emmerder. Et donc si je m'emmerde, je reste au lit. Donc ma seule motivation aujourd'hui, c'est de trouver les moteurs qui me donnent envie d'y aller le matin, d'avoir l'impression de continuer de me développer, d'apprendre, d'avoir l'impression d'impacter, de faire des choses positives. Pour l'anecdote, un jour j'avais une discussion avec un de mes neveux qui me posait la question de si je pointais le matin quand j'arrivais au bureau et si je pointais le soir. Et en fait, je lui dis, moi je vais pas au travail le matin. Et c'est bien ce que je te souhaite. C'est ce que je souhaite aux uns et aux autres, c'est le matin d'avoir ce sentiment-là qui est le mien. Aujourd'hui, je me lève le matin, content d'y aller, je monte sur mon scooter, je vais pas au travail, moi. Je vais à un endroit où, je me développe, 2, je m'amuse, 3, je vois des gens qui m'intéressent, j'essaye d'impacter. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir c'est un luxe incroyable que je souhaite à tous ces gens-là, mais à toutes les personnes, ouais. Merci beaucoup, Miloud, pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Milim pour Actuali. Montage, Elisa Azogui-Burlac. Mixage et musique, Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.